droite, le grand entretien, Richard de Sèze. Rebonjour Richard. J'allais vous saluer, mais je... Mais rebonjour Liselotte et rebonjour à tous les auditeurs de Courtoisie. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, pour parler de Bruno Le Maire, pour changer, Charles-Henri Gallois, qui est président de Reprenons le contrôle et ancien candidat RN aux législatives de 2024. Vous avez aussi écrit Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Bruno Le Maire ? Parce que, évidemment, les gens se sont rendus compte en France qu'il y avait un léger problème de finances publiques. Et depuis un an, il y a un feuilleton qui est « Est-ce que Bruno Le Maire a menti ou pas ?» Et là, enfin, la commission d'enquête sur le déficit public a eu droit à recevoir tout un tas de notes écrites par Bruno Le Maire, annotées par Bruno Le Maire, certaines parées d'un pompeux secret, avec l'idée que Bruno Le Maire, en fait, se bat tout seul avec ses petits poings depuis 2022 pour empêcher les ministres dépensiers et un président inconséquent de jeter l'argent par les fenêtres. Comment est-ce que vous avez perçu cette révélation du Figaro qui nous explique qu'ils ont pu consulter les petits papiers échangés entre Bercy et les autres ministères pendant 2022, 2023 et 2024 ? Merci. Écoutez, ces notes sont très intéressantes à plusieurs égards. Déjà, c'est intéressant que ce soit le Figaro qui sorte ces notes et pas la commission d'enquête. Peut-être que c'est le fait que la commission d'enquête était à la base LR, mais que depuis, LR est un allié indéfectible de la Macronie et même au gouvernement. Donc on peut comprendre qu'il fasse moins de bruit par rapport au scandale des finances publiques. En fait, on voit que effectivement, Bruno Le Maire, même s'il ne l'a pas fait publiquement, en privé et au sein du gouvernement, il a tiré la sonnette d'alarme, mais pas grand-chose n'a été fait. Alors il y a des éléments qui sont profondément accablants, et même lui a une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'est l'année emblématique, même si le dérapage des finances publiques ne date pas de 2024. En 2024, le gouvernement prévoyait à la base un déficit de 4,4%, et ils se sont réveillés à la rentrée, nous expliquant que d'un seul coup, ils ne savaient pas pourquoi ça passait à 6,1%. Là où il y a un scandale énorme, bon, déjà moi j'avais expliqué dès septembre 2023, quand le budget était sorti, que de toute façon leur déficit de 4,4 n'allait jamais le tenir, parce que le budget était basé sur des hypothèses complètement irréalistes. Quand vous mettez 1,4% de croissance, alors que tous les instituts internationaux et français donnaient grosso modo une croissance autour de 1%, on a fini à 1,1%, bien quand vous prévoyez une croissance qui est beaucoup trop importante, ça veut dire des recettes fiscales additionnelles, mais qui ne vont pas se retrouver dedans. Donc d'où, entre autres, le déficit massif. Bon, il se trouve qu'ils l'ont pas vu en septembre 2023, mais dans ses notes, Bruno Le Maire explique dès février 2024, en fait, qu'il va y avoir un dérapage budgétaire, et il l'expose en fait à Gabriel Attal, puis après à Emmanuel Macron, parce que Gabriel Attal ne réagissait pas. Et il s'avère, et c'est mis explicitement dans l'article du Figaro, c'est là que vous avez un scandale d'État absolument majeur, c'est que, du fait des élections européennes, de la campagne des élections européennes, ils n'ont pas voulu annoncer en fait ce déficit majeur, ce qui est un scandale énorme, parce que ça veut dire qu'il y a une dissimulation pour fausser le vote des Français. Et c'est exactement ce qu'ils en ont été accusés d'ailleurs, parce que lorsque les chiffres sont sortis, l'ensemble des parlementaires qui ont quand même comme mission dans une démocratie et dans la République française de surveiller l'exécutif ont expliqué qu'on leur avait menti. Et là, Bruno Le Maire a expliqué, mais pas du tout, je n'ai pas menti. Gabriel Attal, Elisabeth Borne ont tous, devant la commission, droit dans leurs bottes, expliqué que tout était de la faute des services de Bercy et que eux-mêmes n'étaient absolument pas au courant que les choses allaient pédaler dans la semoule. C'est là qu'il y a un scandale énorme en fait, parce que tout le monde, et moi le premier d'ailleurs, on se doutait bien qu'il y avait dissimulation, on ne se réveillait pas du jour au lendemain, un déficit qui passe de 4,4 à 6,1%, ça n'existe pas. Et il y avait plein de signes avant-coureurs, notamment une croissance qui s'annonçait être plus faible que celle qu'ils avaient inscrite dans le budget, qui montrait en fait qu'il allait avoir un déficit plus important. Mais en fait, là, c'est la preuve. Ces notes sont la preuve qu'il y a eu une dissimulation pour fausser le scrutin. Et rappelez-vous, c'est quand même les macronistes
qui en 2018 ont fait précisément une loi sur les fausses informations qui visait justement à fausser les scrutins électoraux. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En vrai, ces gens-là, parce que Bruno Le Maire, c'est bien gentil de nous dire qu'il l'a fait, mais publiquement, il n'a rien dit, donc il a participé aussi à fausser le scrutin. Responsabilité écrasante aussi, évidemment, de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. En fait, normalement, ces gens-là devraient être traduits devant une cour. Le problème, c'est qu'on sait très bien que la Cour de justice de la République, c'est pas de la vraie justice, c'est de la justice entre copains. Mais si les mots ont encore un sens, quand il y a cette dissimulation pour fausser un scrutin électoral, ces gens-là devraient être poursuivis. En fait, c'est un scandale absolument énorme. On s'en doutait, mais là, cette fois-ci, on a enfin les preuves. Alors, on a les preuves. Ce qui est fascinant, c'est que on a l'impression que Bruno Le Maire passe sa vie à envoyer des petits billets à ses copains en leur disant « Mais là, Gérald, t'as annoncé 1 milliard de crédits alors qu'en fait, on les avait pas votés. » Et Gérald ricane dans son coin en disant « Bah oui, mais maintenant que je les ai annoncés devant la presse, tu peux rien faire. » Et même chose, Elisabeth, quand même, ton ministère du Travail, on lui avait dit qu'il fallait qu'il baisse les coûts, il baisse rien. Et le ministère du Travail passait sa vie à se répandre dans les médias en expliquant que pas de problème, il avait réussi à négocier les 500 millions, 1 milliard, 1,5 milliard d'augmentation. En fait, il y a l'idée d'un exercice du pouvoir où le budget n'est absolument pas contraignant et chaque ministère passe sa vie, en fait, à proclamer qu'il a obtenu des crédits, quand bien même c'est faux, pour acculer le ministre du budget, le Premier ministre et le Président de la République à accepter une déclaration purement politicienne. Oui, on voit que le budget n'est absolument pas tenu. En fait, ça révèle un amateurisme, une irresponsabilité au niveau des finances publiques de la Macronie qui est totale, parce que vous avez tous les ministres, comme vous l'avez dit, qui, pour éviter de rentrer dans le cadre budgétaire, ou même pour éviter en fait de faire les économies qui étaient prévues, vont annoncer comme ça des dépenses dans la presse sans en avertir Bercy. Et donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tous ces ministres, c'est quand même vous en avez parlé, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, ce sont censés être les ténors de la Macronie, d'ailleurs qu'on retrouve encore dans le gouvernement à l'heure actuelle de François Bayrou, mais en fait, ils montrent qu'ils sont complètement irresponsables. Et je pense que toute cette séquence montre d'une manière générale que la Macronie est disqualifiée à jamais en fait en matière de gestion des finances publiques. Ce sont les premiers en fait à donner des leçons de responsabilité et autres, mais il faut quand même rappeler les chiffres au-delà de ce scandale, de cette dissimulation. La Macronie, c'est 1 000 milliards d'euros de dette en 7 ans. Avant ça, dans l'histoire de France, il avait fallu 53 ans pour faire 1 000 milliards de dettes. 1 000 milliards de dettes, c'était la totalité de la dette publique en 2002. Et eux, ils ont fait 1 000 milliards de dettes en 7 ans. Donc en fait, ces gens-là, tout le monde en connaît en fait autour de soi, des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron en se disant c'est une nouvelle génération, il est jeune, il vient de la finance, donc justement il va tenir les finances publiques, la compétitivité de la France, etc. Mais en fait, tous ces gens-là doit avoir une gueule de bois immense en fait en voyant qu'il les a complètement floués, que ça a été la pire gestion des finances publiques de l'histoire de France. Et on le voit encore d'ailleurs maintenant, quand vous avez, et ça vaut pour les LR qui donnent souvent des leçons de gestion des finances publiques, je les ai encore vus accuser Marine Le Pen parce qu'elle a dit qu'elle ne faisait pas un totem de la baisse des fonctionnaires, sauf que dans le contre-budget, le RN proposait des économies de la dépense publique. Le budget Barnier LR, c'était une augmentation encore de la dépense publique, contrairement à ce qui a été dit, il n'y avait pas de baisse de la dépense publique, ça a augmenté de 2,5% en valeur, de 0,7% en volume, et il voulait augmenter en fait les impôts et taxes de 40 milliards d'euros. Donc en fait ça c'est un budget socialiste. Et on va voir ce que va donner le budget Bayrou, là on arrive à bout touchant, il se trouve qu'ils ont un tout petit peu baissé la dépense publique, mais elle va continuer à augmenter, et c'est toujours un budget en fait de matraquage fiscal, avec une hausse des taxes et impôts de près de 21 milliards d'euros. Donc en fait, ils ne baissent pas la dépense publique, mais ils font encore du matraquage fiscal. Donc quand on voit tous ces gens-là essayer de donner des leçons de bonne gestion et d'économie aux autres, en fait, à mon sens, et je pense que c'est ce que vont aussi conclure les Français, ces gens-là sont totalement disqualifiés en matière de gestion des finances publiques ou même en matière d'économie de manière générale. Quand on prend le bilan de la Macronie sur tous les chiffres, c'est une défaillance d'entreprise, ce qui s'est passé en matière d'inflation, même le taux de chômage qui remonte, la croissance qui est plus faible et surtout évidemment le saccage des finances publiques et l'endettement massif. Le bilan économique en fait de la Macronie en 7 ans est absolument calamiteux, que ce soit en soi ou même si on compare d'ailleurs à nos voisins
européens ou d'autres zones. En fait, d'autres zones. justement, comparons, parce que Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Gabriel Attal expliquent tous, mais nous, il s'est passé quelque chose en France qui ne s'est absolument pas passé ailleurs. Il y a eu le Covid, il s'est passé quelque chose en France qui n'a jamais existé dans le reste de l'humanité, c'est la guerre en Ukraine, et donc ils mettent en avant des facteurs exogènes. Et quand on regarde, par exemple, les capacités d'investissement des pays européens, quand on regarde l'endettement public européen, quand on regarde le taux de chômage européen, on se rend compte que sur la période où Macron a été au pouvoir, tous les pays européens font mieux que lui à une ou deux exceptions près, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, les moins industrialisés, les plus soviétiques à l'époque où ils étaient encore du mauvais côté de la barrière. Donc, Non, et encore, c'est même pire que ça, si vous voulez, parce que c'est vrai que c'est les excuses du Covid. Je veux dire, le Covid, il est arrivé. Après, chacun avait le droit d'avoir la gestion qu'il a faite, qu'il y a un premier confinement dur quand on ne sait pas ce que c'est. Tout le monde peut le comprendre. Qu'on ait maintenu des mesures aussi longtemps et donc le quoi qu'il en coûte aussi longtemps, c'est pas le Covid, ça c'est la responsabilité du gouvernement, parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait différemment et qui ont eux aussi fait face au Covid. Même chose sur et la qui ont guerre bien en meilleurs Ukraine. résultats. Personne n'a demandé au gouvernement, ceux qui l'ont fait eux-mêmes, de prendre des sanctions vis-à-vis de la Russie, des sanctions en plus, des fois sur des produits qu'on n'avait pas, donc qui ne sanctionnaient en fait que les Français. Ça, c'est leur choix, c'est leur responsabilité. Mais les autres pays européens en plus l'ont fait. Et il y a un ratio qui est très intéressant là-dessus, parce que parfois, le gouvernement va vous dire on a une meilleure croissance que l'Allemagne, etc. Oui, mais sauf que vous avez en fait mis 1000 milliards de dettes en face pour faire une croissance aussi ridicule. Et le ratio qui mesure ça, c'est justement le ratio d'augmentation de la dette publique sur PIB, donc par rapport à la croissance que vous avez faite. Et en fait, la France est le pire pays d'Europe. Le seul pays qui fait pire sur ces 7 ans, c'est la Roumanie, sauf que la Roumanie part d'un stock de dette infiniment plus bas que la France. Donc c'est-à-dire que hors Roumanie, la France est le pire pays d'Europe au niveau augmentation de dette publique sur PIB. Donc non, le bilan économique de la Macronie, comparé aux autres pays européens, est une catastrophe là aussi absolue. En fait, il y a excusez-moi, je voudrais que vous réexpliquiez bien justement ce ratio-là qui est, à mon sens, l'un des plus intéressants. C'est-à-dire, on a le droit de faire de la dette si c'est rentable. Alors, bien sûr, et quand vous dites que le ratio dette sur PIB, ça veut dire que tout ce qui a été dépensé a été en fait le moins rentable possible. Oui, parce qu'en fait, il compare des fois à l'Allemagne qui a eu très peu de croissance, mais c'est-à-dire que si l'Allemagne fait 1 euro de dette pour faire 1 euro de croissance, bon, c'est comme ça. Mais là, sauf que la France va faire 5 euros de dette pour faire 2 euros de croissance dans le même temps. Évidemment que ça ne marche pas, en fait. Quand vous faites un investissement, il doit être rentable. Vous pouvez augmenter la dette publique si c'est pour faire de l'investissement. Par exemple, si on investit dans le nucléaire qui va améliorer la compétitivité et qui va donc accroître le PIB. Mais en fait, la France a fait de la dépense avant tout de fonctionnement qui n'apporte pas de PIB en plus, c'est juste de la charge. Et donc, ils ont saccagé les finances publiques pour une croissance au final qui est très modeste et relativement minable. Et surtout, il n'y en a aucun pays en fait en Europe n'a autant augmenté la dette pour faire aussi peu de croissance qu'eux. Donc c'est en ça en fait que leur bilan est accablant. Comme je dis, ils font de la communication, ils vont évidemment enrober tout cela en expliquant, comme vous l'avez dit, non, c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, etc. La seule réalité, c'est la réalité des chiffres à la fin. Et quand on regarde les chiffres, en fait, c'est absolument indéfendable. C'est un bilan qui est indéfendable. Et je pense que les macronistes peuvent s'époumoner tant qu'ils le veulent et tant qu'ils le peuvent sur les plateaux, avec parfois des journalistes qui sont quand même complaisants, qui pourraient leur rappeler la réalité des chiffres. Mais la réalité des chiffres, elle est implacable. Et on sera là, évidemment, pour leur rappeler à chaque fois et jusqu'à toutes les prochaines élections électorales, parce que la Macronie aura été réellement un boulet en fait économique pour la France, sans même parler d'ailleurs des questions de souveraineté qui me sont chères. Si on se concentre sur les questions économiques, la Macronie aura été un désastre absolu pour notre pays. Lorsque on a commencé cet entretien, vous avez rappelé le chiffre évidemment totalement fantaisiste d'un déficit de 4,4%. Mais si on regarde le track record, comme dirait un financier de Bruno Le Maire, il a systématiquement annoncé des prévisions de croissance qui étaient toujours largement supérieures à ce que la croissance a été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où Bruno Le Maire ne s'est pas ou mis le doigt dans l'œil ou n'a menti. Mais c'est du mensonge, parce qu'en fait, généralement, quand vous faites un budget, vous savez, vous faites un budget, ce qui arrive sur le plan professionnel, quand vous faites un budget, généralement, vous essayez de faire un budget, au contraire, prudent et réaliste pour faire le budget. Bruno Le Maire, c'est complètement l'inverse. Comme vous l'avez dit, à chaque fois, il a mis des hypothèses de croissance qui étaient irréalistes, que n'annonçait aucun institut,
Et pour cause, en fait, ça lui permettait artificiellement, quand il présentait le budget, d'annoncer un déficit qui était plus faible que la réalité. Mais le problème, c'est que ça continue. Vous savez, là, le budget, que ce soit le budget Barnier ou même maintenant le budget Bayrou propose un budget à 5,5% de déficit, sauf qu'il se base sur 0,9% de croissance. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que vous aurez 0,9% de croissance, parce que quand vous avez un budget où vous allez encore augmenter les taxes à impôts de plus d'une vingtaine de milliards d'euros, à la fois pour les particuliers mais pour les entreprises, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous augmentez les impôts et taxes pour les particuliers, surtout dans un contexte où vous sortez d'années d'inflation qui ont rogné le pouvoir d'achat, vous allez encore mettre un coup en fait sur la consommation, parce que les Français n'ont plus les moyens de consommer, donc c'est un des piliers de la croissance en France, et que vous augmentez aussi les taxes à impôts sur les entreprises, il ne faut pas vous étonner que les investissements des entreprises diminuent, ce qui est un autre pilier normalement de la croissance. Donc moi je pense que la croissance sera plus faible que les 0,9%, et donc que vous aurez moins de rentrées fiscales, et que le déficit va être supérieur, encore une fois, une énième fois, à ce qui a été annoncé, en sachant que d'habitude le budget est plutôt bouclé aux environs de septembre, donc ils ont, même si c'est faux, ils ont quand même l'excuse que ce soit très tardif. Là, on va avoir un budget qui va, s'il passe évidemment, qui aura lieu en février. Donc, c'est-à-dire qu'en février, ils annoncent déjà un budget qui va être complètement dépassé. Ça montre quand même soit l'incompétence, soit la malhonnêteté de ces gens-là. J'ai sous les yeux l'évolution du nombre de défaillances d'entreprises depuis 2000. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on en est à 67 830 en décembre 2024. C'est le plus fort taux, en fait. Même, ça a même dépassé les 63 917 de janvier 2010. Et c'est une courbe qui est fascinante parce que ça descend terriblement pendant les 1000 milliards du quoi qu'il en coûte covidien, et ça remonte juste après. Autrement dit, non seulement on a dépensé 1000 milliards pour empêcher que les entreprises ne fassent faillite, mais ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, on a investi 1000 milliards pour empêcher des faillites qui ont quand même eu lieu. Vous ne faites que repousser l'échéance. Les canards boiteux, au contraire, vous leur avez mis des prêts garantis par l'État qui ne pourront pas rembourser, parce que les entreprises qui sont déjà en difficulté. En plus de ça, vous avez eu derrière la problématique du coût de l'énergie, notamment le coût de l'électricité, ce qui a impacté beaucoup d'entreprises, ce qui est d'ailleurs une stupidité, parce qu'on pourrait rétablir un prix national de l'électricité. C'est quelque chose qui plombe la compétitivité d'entreprises. Toutes les entreprises le disent. Je ne sais pas si vous avez vu l'audition du président de Michelin à la commission du Sénat. C'était aussi édifiant, qui parlait de l'augmentation des coûts de l'énergie. Évidemment que ça plombe beaucoup d'entreprises. Et dans ces 67 000, par contre, vous avez beaucoup de micro-entreprises. Quand vous retirez les micro-entreprises, vous êtes à environ 5 500, donc ce qui est vraiment de la PME. Vous êtes à 5 500 défaillances, et c'est pareil, vous êtes au-dessus du pic de la crise de 2008-2009. Donc en fait, on est à des niveaux records de défaillances d'entreprises. C'est bien pour ça que je vous dis que le chômage, malheureusement, va encore remonter, et que les prévisions de croissance de ce budget de 0,9%, à mon avis, me paraissent là encore très optimistes, et on risque encore une fois d'avoir un énième dérapage budgétaire de la part de la Macronie. Où la Macronie, une fois de plus, expliquera qu'elle a pourtant tiré la sonnette d'alarme. Et surtout, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on se rend compte qu'année après année, chaque fois que quelqu'un a expliqué que le budget n'était pas sincère, à chaque fois, il y a eu un procès, mais non, pas du tout. Vous nous faites un procès politique, c'est un procès d'intention. Bien sûr, les chiffres diront la vérité. Les chiffres prouvent évidemment que la vérité, c'est que les macronistes mentaient, mais c'est pas grave, ils continuent. Mais en fait, ce qui est surtout ridicule là-dessus, c'est que j'ai encore vu, moi je les ai interpellés en septembre 2023. Là, je les ai interpellés parce que j'ai vu notamment M. Cazenave et d'autres qui expliquaient c'est formidable, la commission paritaire a adopté le budget, ce qui nous permettra d'avoir un déficit de 5,5%. En fait, ils parlent comme si un déficit, ça se décrétait. Mais non, d'ailleurs, il y a une réalité économique, il y a une dynamique économique, et dont la croissance. En fait, vous ne décrétez pas un déficit, et eux, ils parlent à chaque fois comme si c'était fait, et ils vont être encore ridicules quand ils vont avoir un dérapage budgétaire. C'est finalement assez grotesque, et ça montre toute leur incompétence ou leur malhonnêteté. Vous parliez du prix de l'énergie. Le directeur le dirigeant de Michelin a aussi évoqué le coût des impôts sociaux, de la différence entre le salaire payé par l'employeur et le salaire perçu par l'employé. Bernard Arnault aussi a expliqué qu'on était en train de taxer les entreprises qui restent en France et que c'est quand même un peu stupéfiant. Est-ce qu'il n'y a pas en plus, là, pour 2025, le risque d'une fronde des grandes entreprises qui décideront de ne plus jouer le jeu et
de recommencer à délocaliser, de ne plus du tout investir, autrement dit, d'optimiser fiscalement la pression qui serait sur elle, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir le moins de recettes possible pour éviter d'être taxé à outrance? Alors, c'est deux choses différentes. Florent Ménégo pointait effectivement, en plus du coût de l'énergie dont je parlais, la problématique des normes et la problématique effectivement du coût du travail en France. Bon, c'est une problématique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des choses qui existaient déjà. La grande nouveauté, ce qui met en difficulté Michelin, c'est vraiment le coût de l'énergie. Et ce que pointait du doigt Bernard Arnault, c'est justement le fameux budget qui prévoit une surtaxe, alors qu'il se veut temporaire, mais à chaque fois qu'il y a de nouveaux impôts, de toute façon, on nous dit que c'est temporaire. Une surtaxe, en fait, de l'impôt sur les sociétés. Ce que dit Bernard Arnault, contrairement par exemple à une TVA sociale ou autre, c'est que cet impôt-là, il va impacter uniquement en fait les entreprises qui produisent en France. Et il a raison là-dessus, c'est pour ça qu'il dit que c'est une taxe sur le Made in France. Et donc effectivement, ça c'est ce que prévoit le budget actuel. C'est en ça, moi je dis que c'est un mauvais budget, c'est un budget de matraquage fiscal. Et effectivement, vous avez raison. Tout cumuler, le prix de l'énergie plus un budget de matraquage fiscal, les entreprises qui peuvent délocaliser, il y en a forcément certaines qui vont le faire, ce qui va encore aggraver la situation. Je veux dire, le gouvernement avait encore le choix de pouvoir effectivement baisser le déficit en baissant la dépense publique inutile, et on sait qu'il y en a. Il y avait encore une fois, comme je vous l'avais dit, un contre-budget du RN qui proposait d'ailleurs des économies, mais ils ne veulent pas le faire. Donc ils ne veulent pas le faire, ils vont faire un budget, encore une fois, de matraquage fiscal, et vous allez voir que les résultats vont être malheureusement absolument catastrophiques pour l'économie française. Sur cette histoire de prix de l'électricité, il y a un accord qui est l'ARENH, A-R-E-N-H, qui en fait lie la France à l'Union européenne. Et alors que la France a un parc nucléaire qui redevient à peu près convenable et qui est capable de produire une électricité pas chère du tout, on est obligé de se soumettre à une loi européenne. Est-ce qu'en 2025, il n'y a pas l'occasion de remettre en cause l'ARENH et la manière dont la France vend son énergie à bas prix à ses concurrents? Alors, la seule chose qu'impose l'Union européenne, c'est celle-ci, en fait, c'est la mise en concurrence du marché. Je rappelle quand même d'ailleurs que cette stupidité de l'ARENH, ça avait été validé à l'époque par les Républicains en 2007 dans le cadre de la loi NOMS qui a en fait saccagé EDF. L'ARENH, c'est le fait que EDF doit vendre à des prix bradés son électricité à des concurrents qui sont d'une sorte parasitaires, parce que c'est des gens qui vendent l'électricité mais qui n'en produisent pour la plupart pas un seul mégawattheure. Donc en fait, EDF doit vendre ça. Si le cours en plus de marché est supérieur, ils doivent vendre à perte en fait à des concurrents qui eux-mêmes après vont prendre cette électricité là comme du trading et la revendre en fait à des prix de marché. Donc ça, c'est ce qui a mis en difficulté EDF. Maintenant, ce qui met en difficulté la France, c'est le mode de calcul des prix qui fait que le prix de marché, donc le prix que vont payer les entreprises pour les consommateurs, mais le tarif il est régulé, il est basé en partie sur le prix de marché, donc ils sont aussi impactés, même si c'est davantage lissé. En fait, dans ce cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, le prix de marché est indexé sur le prix du gaz. C'est complètement stupide parce que le gaz, dans le cadre de la France, la production d'électricité au gaz, c'est une proportion infime. En fait, nous, plus de 70%, c'est de l'énergie nucléaire qui est très bon marché. Et donc, en fait, on a un prix de l'électricité en France qui est complètement décorrélé de nos coûts de production. Et ça, c'est de la faute de ce marché de l'électricité de l'Union européenne. Maintenant, le mode de calcul de prix n'est pas inclus dans les traités de l'Union européenne. Donc, on pourrait très bien dire, bah, écoutez, moi, je rétablis un tarif national de l'électricité et je garde le prix de marché européen juste pour les échanges, avec les pays voisins. Ça n'est pas fait, malheureusement ça ne sera pas fait parce que la Macronie, ils auraient pu le faire quand même depuis 2022, parce que cette histoire de prix de l'énergie, ça a eu un coût pour la croissance économique de la France, ça a eu un coût économique et social énorme, et ils ne l'ont pas fait depuis 2022. Je ne les vois pas le faire en 2025, tout simplement parce qu'ils agissent par lâcheté, par dogme et par idéologie européiste. Bien évidemment que ce serait pourtant une des premières mesures à prendre en arrivant au pouvoir, c'est de rétablir un prix national de l'électricité, ce qui donnerait une compétitivité à la France incroyable. Pour reprendre l'exemple de Michelin dont j'ai parlé auparavant, normalement le gaz est meilleur marché que l'électricité, du moins dans le prix de marché, quand vous avez du gaz type du gaz russe, etc. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
du gaz russe par gazoduc. Mais il se trouve que Michelin, ce qu'expliquait le président lors de son audition, a mis en œuvre une technologie unique au monde qui lui permet, via des nouveaux fours en fait, qui sont électriques, de consommer 7 fois moins d'énergie. Imaginez en fait ces fours de Michelin avec une électricité qui serait proche du coût de production. Donc la France, normalement, grâce à son parc nucléaire, devrait avoir le prix de l'électricité quasiment le plus bas au monde. Imaginez l'avantage compétitif formidable. Et Michelin, en fait, pourrait produire, sauf droit de douane exceptionnel dans certains pays, quasiment tous ses pneus en fait en France grâce à cet avantage compétitif. Il ne peut pas le faire parce que vous avez ce prix complètement stupide de l'électricité du fait du marché de l'électricité de l'Union européenne. Donc on voit bien en fait, par cet exemple concret, comment ça mine en fait l'électricité en France. Et à contrario, en fait, avec les prix actuels, le président de Michelin a dit que désormais, il est impossible d'exporter un seul pneu à l'étranger depuis la France ou l'Europe parce que ça coûte trop cher. Donc vous voyez bien, par dogmatisme, comme on est en train de se tirer littéralement une balle dans le pied. Charles-Henri Gallois, donc vous présidez Reprenons le contrôle. Voilà, cette idée d'un tarif national d'électricité, c'est une idée simple. En plus, c'est une idée qui a déjà été mise en œuvre, si je ne m'abuse, en Espagne d'ailleurs, au moment du Covid. Ils ont décidé eux aussi d'avoir un prix d'électricité national. Est-ce qu'il y a d'autres idées toutes simples et qui ne nécessitent pas de bouleverser l'ensemble des règles, qui permettraient de faire en sorte que Bruno Le Maire arrête de mentir, mais que surtout, ni Bayrou, ni Barnier, ni tous ceux qui lui ont succédé n'arrêtent de nous prendre pour des crétins sur la manière dont le déficit va miraculeusement disparaître? De toute façon, c'est très simple. Les 2 premières mesures qu'il y aura à prendre, comme je vous l'ai dit, c'est rétablir un tarif national de l'électricité, effectivement, et derrière, c'est faire la chasse en fait à toutes les dépenses publiques inutiles, les plus de 1200 agences de l'État, le millefeuille administratif, avec les régions, les intercommunalités, etc. La coupe aussi de l'Union européenne qui nous coûte très cher. Je rappelle qu'on donne quand même bon an, mal an, 10 milliards d'euros en plus à l'Union européenne qu'on reçoit. Le RN avait proposé dans le dernier budget, mais ça avait été retoqué, de baisser de 5 milliards la contribution à l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a évidemment des économies à faire. Je pourrais parler aussi de l'AME et du coût global de l'immigration qui est très important. Tout ceci n'est pas fait par dogmatisme, mais malheureusement, ils ne vont pas changer leur logiciel après 7 ans. À mon sens, il n'y a qu'une alternance politique et l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen qui peut changer les choses, parce qu'elle, évidemment, ce seront les premières mesures qu'elle mettra en œuvre une fois arrivée au pouvoir. Et ça changera évidemment énormément par rapport aux 7 années et bientôt 8 catastrophiques d'Emmanuel Macron. Alors, c'est presque un peu décevant. On attendait. Est-ce qu'avant que Marine Le Pen n'arrive au pouvoir, ce qui n'est pas absolument certain non plus, et il y a une possibilité pour que le gouvernement Bayrou tombe et soit au moment du vote du budget en fait censuré, puisque après tout, maintenant il est clairement admis dans l'ensemble de la classe politique que tout ce qui a été dit depuis plusieurs années est un pur mensonge, et donc le fait de continuer n'a pas l'air d'être la meilleure des méthodes. Alors, il pourrait y avoir une censure. Le problème, c'est que s'il y a une censure maintenant, il n'y a pas encore la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il faut attendre 1 an. Donc Emmanuel Macron ne peut pas redissoudre avant 1 an. Mais effectivement, vu l'état catastrophique dans lequel est le pays, il faut souhaiter évidemment une dissolution, un retour aux urnes, et vous pourriez avoir, avant même une victoire à la présidentielle de Marine Le Pen, une majorité du RN qui pourrait former un gouvernement et justement mettre en œuvre d'ores et déjà ces premières mesures de bon sens. Et donc ça pourra avoir lieu, mais c'est uniquement s'il y a dissolution. Et je rappelle que même s'il y a censure, il n'y a que Emmanuel Macron qui peut décider de faire une dissolution. Donc quelque part, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que de lui. Et donc ce ne serait pas une solution à court terme? Si, ça peut être une solution, bien sûr, parce que si, mettons qu'on gagne les élections législatives et que Jordan Bardella arrive à Matignon, on pourrait rétablir un prix national de l'électricité, on pourrait faire d'ores et déjà la chasse aux dépenses publiques inutiles. Il y a des choses qu'on peut déjà faire. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire, type les référendums sur l'immigration, parce que ça va être à l'initiative du président de la République, mais en matière de finances publiques, en matière économique, il y a évidemment des choses qu'on pourrait faire avec une majorité à l'Assemblée nationale et Jordan Bardella à Matignon. Mais merci beaucoup Charles-Henri Gallois d'être avec nous. Donc, vous êtes président de Reprenons le contrôle et on espère que vous allez pouvoir, sinon le reprendre, en tout cas continuer à nous accompagner pour décrypter l'actualité.
Merci à vous.